avoir des lendemains qui déchantent. Merci beaucoup. Alors, peut-être préciser, parce que là, pour le coup, j'ai peut-être un point de divergence avec vous, c'est que les 9 milliards, ils viennent quand même de la contribution de la France. Je crois qu'on donne 27 milliards, on en récupère 17, avec un déficit de 10 milliards. Donc, bon, bon, bref, je ne souhaitais pas y passer 3 heures sur ce sujet, mais c'était peut-être une précision utile. Sur la question du marché intérieur, quand on voit la balance commerciale avec le marché unique et avec les pays tiers, on se rend compte que la balance commerciale se dégrade avec le marché unique et s'améliore plutôt avec les pays tiers, ce qui peut-être pourrait démontrer qu'il y a quand même enfin, même de toute façon vous l'avez rappelé, un déficit enfin des distorsions de concurrence au sein du marché unique, que ce soit au niveau environnemental, mais je crois qu'on a entendu votre message sur les normes environnementales, mais aussi sur l'aspect des normes sociales et ce qui fait aujourd'hui. Alors vous avez parlé des élargissements avec les pays de l'Est. Peut-être envie de dire qu'avec l'Espagne, l'intégration n'est pas totalement terminée, parce qu'il y a toujours un avantage compétitif avec l'Espagne, qui a une manœuvre moins chère que la France, qui aujourd'hui continue à poser des difficultés à la culture française. Mais c'est une question que j'avais posée aussi à Thierry Pouche, mais pour arriver à ce que ce marché unique continue à fonctionner, tout en préservant une agriculture nationale, quelles sont un peu les pistes à envisager pour pouvoir faire en sorte que ça puisse continuer? Voilà. Il n'y a pas de 36 solutions, ça, une harmonisation sociale qui est un sujet vaste et compliqué, ou alors remettre en question le fonctionnement du marché unique. Mais est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Pour ce qui est des normes sociales, il y a eu des rapprochements, mais il reste encore des différences importantes. Le choix de la France d'un niveau de rémunération, d'un niveau d'heures de travail, etc., est un choix qui fait qu'on a régressé en compétitivité par rapport à d'autres pays dans lesquels ça ne pose pas de problème d'ailleurs, et ni sur l'âge de la retraite, ni sur le niveau de rémunération moyen des personnes. Mais c'est un élément de compétitivité. Sur les éléments de distorsion, on le voit par exemple sur les betteraves, c'est flagrant en ce moment, je l'ai cité. Sur les pommes, c'est flagrant aussi. Sur les endives, c'est flagrant aussi. Donc il y a quand même beaucoup de responsabilités de décisions françaises sur ces sujets-là. Sur le blocage idéologique qu'il y a par rapport à l'irrigation, par exemple. Moi, je vois aujourd'hui des collègues qui font des réserves d'eau aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en République tchèque, qui sont en des latitudes plus élevées que la France et qui, eux, quand même, stockent parce que les préconisations du GIEC s'avèrent véritables. Juxtaposition d'excès, excès d'eau l'hiver et manque d'eau l'été. Donc là, il faut qu'en France, on arrive à lever. Je trouve d'ailleurs que dans le document, il y a quand même une frilosité par rapport au sujet irrigation. Je m'attendais à ce que ce soit plus affirmatif, étant donné les déclarations du gouvernement. La France a tardé beaucoup plus que d'autres sur le sujet de la réutilisation des eaux usées, à la fois pour l'industrie et pour l'agriculture. Donc ça aussi, c'est un caillou dans notre chaussure. Enfin, quand on additionne tous les petits cailloux qu'on a dans nos chaussures, ça fait tous les handicaps de compétitivité qui font qu'aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, on importe plus de pays de l'Union, de plus en plus, qui ont fait, eux, de l'agriculture un secteur stratégique que la France n'avait malheureusement pas fait. D'où l'importance aujourd'hui d'affirmer, et quand on a fait le manifeste pour la souveraineté alimentaire solidaire, il y avait 4 conditions de réussite pour y parvenir. D'abord, c'est créer un pacte de confiance avec les consommateurs pour qu'ils soient en soutien par leurs actes d'achat et la possibilité de moderniser l'agriculture. Réorienter nos politiques publiques, notamment sur le volet de la compétitivité et du retour de valeur juste aux agriculteurs, ce qui n'était malheureusement pas le cas. La modernisation des exploitations agricoles pour les mettre en compétitivité. Et l'innovation n'est pas un gros mot. Là où certains disent il faut libérer l'agriculture des machines. Enfin, je pense que vous avez entendu ça aussi, de la part de certains courants syndicaux. Voilà, c'est... Bah si, vous l'avez pas entendu. Ah ben, c'est tel que, c'est... Bon, bref. En tout cas, à Bruxelles, je l'entends aussi, accusant les technoscientistes,
de dire que les solutions sont dans l'innovation. Bien sûr que les solutions sont dans l'innovation, comme pour l'habitat, la santé et beaucoup d'autres domaines. Ensuite, que ce soit porté au niveau européen, parce que évidemment notre horizon c'est l'Europe, et enfin que on puisse avoir au niveau européen le plus possible d'harmonisation des conditions de production. Et refixer le cap de la production, ça veut dire un Green Deal différent, pas le même, pas le même. Il faut réécrire, il faut quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais si d'autres pays avancent plus vite que nous, bon, il y a effectivement les aspects salaires, hein. Je regardais le coût du SMIC en France et la rémunération moyenne en Espagne. Il y a effectivement 20% d'écart, c'est énorme. Mais quand on regarde avec la Pologne, par exemple, c'est encore beaucoup plus, c'est moitié. Donc on est là sur des niveaux de compétitivité qui sont énormes. Donc voilà, on est dans un monde concurrentiel. On le voit dans tous les domaines. Mais on n'a, nous, pas la possibilité de délocalisation partielle, comme le font certaines industries, du jouet, du textile, pour quand même tenir en France. Nous, nos installations, elles ne sont pas délocalisables, d'où la nécessité d'une cohérence sur l'ensemble des politiques qui sont conduites.